Voilà, donc à l'initiative de Classique Garnier et puis de Wendy Ayres Bennett, nous avons pensé utile de vous présenter, de faire 2 séances de présentation du grand corpus. Donc la présente qui a lieu en français maintenant et qui doit durer environ 1 heure, et puis une deuxième qui aura lieu à 17 heures et qui sera en anglais et qui sera présentée par Madame Bennett. Alors, le but de ces présentations, c'est de vous faire mieux connaître la base. Je sais que parmi vous, certains la connaissent pour y avoir participé et je les en remercie. Et nous voudrions essayer de montrer en quoi elle peut être utile dans nos études. En fait, Madame Bennett, vous le verrez, a centré plutôt sa présentation sur l'utilisation de la base telle qu'on peut l'utiliser pour toutes sortes de recherches, et pas seulement dans le domaine de la linguistique et de la grammaire, mais pour les études littéraires, de civilisation, etc. Pour ma part, j'ai essayé de récapituler un peu le travail que nous avions accompli depuis assez longtemps, puisque le projet a commencé excusez-moi, j'ai de la peine à faire de… Vous voyez la deuxième, mais moi pas. D'accord, voilà, ça va, c'est pas grave, ça suffit. Si vous la voyez, c'est bon, parce que vous voyez, reste affiché la première. Mais c'est pas grave, je dois pouvoir… Alors, c'est un petit rappel historique. En fait, nous avions préparé un corpus de grammaire et de tradition linguistique il y a bien longtemps, qui est paru en 98 et en 2000 dans la revue HEL, Histoire et épistémologie du langage, que vous avez sous les yeux. Et à cette occasion, Claude Bloom nous avait proposé de faire ce qu'il appelait un CD-ROM des grammaires françaises. À cette époque, on parlait de CD-ROM. Et avec Jean-Marie Fournier, nous avions accepté avec enthousiasme cette perspective. Alors, une première élaboration de ce corpus a été réalisée en 2011, comme vous pouvez le voir. Moi, je le vois en tout petit parce que ça n'apparaît pas dans ma fenêtre centrale, mais ce n'est pas grave. Et nous avions à ce moment-là une base déjà importante qui comportait donc les grammaires de la Renaissance, les grammaires françaises du XVIIe siècle, et une sélection de remarques sur la langue française, pour un volume de 15 000 pages environ. Nous avons ensuite, donc tout ça est paru en 2011, c'est-à-dire qu'il a fallu en gros 11 ans pour réaliser cette première phase. Et nous avons décidé de suivre, après une réunion entre Claude Bloom, Wendy Ayres Bennett, Jean-Marie Fournier et moi-même, et nous sommes arrivés donc à cette version augmentée qui est parue cette année seulement. Alors, ici, vous avez une présentation rapide de l'augmentation, mais je ne m'étendrai pas puisque je vais y revenir dans la suite de ma présentation. Quelques problèmes techniques que nous avons. Hein. Donc, ici, sur cette diapositive, vous pouvez voir le principe d'affichage de la base. Vous avez en bas le texte qui est le texte qui a été saisi très fidèlement par l'équipe technique de Classique Garnier, et en haut, le facsimilé du texte. D'ordinaire, nous travaillons uniquement avec la partie basse, mais nous avons très souvent besoin d'aller voir le facsimilé, et donc le partage d'écran est utile. Nous pouvons évidemment aussi voir uniquement le facsimilé si c'est nécessaire. Alors, dans la diapositive suivante, c'est-à-dire la numéro 6, si vous voulez bien, voilà. En fait, c'est Madame Barocco qui a pris le relais parce que l'affichage faisait mal sur mon propre ordinateur. Donc, vous voyez ici que vous avez 32 unités textuelles rédigées par 21 auteurs. Vous avez, donc c'est les grammaires du XVIIIe siècle. Il y a eu une grosse discussion dont Jean-Marie Fournier se souviendra sans doute, et puis d'autres participants, pour savoir quel texte il fallait garder pour le XVIIIe siècle. Parce que, en fait, le XVIIIe siècle, on peut s'arrêter avant la fin du siècle, mais on ne peut pas s'arrêter au siècle lui-même, parce qu'après, on tombe sur
sur les idéologues et des mouvements linguistiques extrêmement intéressants. Et donc, nous avons décidé à ce moment-là de terminer plutôt un peu avant. Et donc, ce n'est pas un XVIIIe siècle tout à fait complet. Qu'est-ce que nous avons dans ces grammaires? Nous avons des ouvrages vraiment très divers, ne serait-ce que par leur taille ou leur support. Par exemple, nous avons un fragment de manuscrit de la grammaire générale de Madame du Châtelet, qui est minuscule. À côté de ça, nous avons la totalité des articles que Dumercé a rédigés pour l'encyclopédie. Et donc, du point de vue de la taille, on a des éléments très, très variables. Du point de vue du contenu aussi, on a des éléments variables, puisqu'on a parfois des ouvrages purement didactiques, mais parfois originaux, rédigés par des pédagogues souvent méconnus. Parfois, on n'arrive même pas à savoir leur prénom, ou on a l'initiale du prénom, comme V. Malherbe, à ne pas confondre évidemment avec le grand Malherbe. Mais ces ouvrages nous ont paru intéressants parce qu'ils permettent d'accéder à la densité de l'enseignement grammatical dans les écoles. À côté de ça, nous avons des ouvrages reconnus pour leur position institutionnelle, par la position institutionnelle de leurs auteurs, comme Régnier Desmarais, l'abbé Girard, en lien évidemment avec l'Académie française. Et puis nous avons aussi quelques grandes grammaires générales rédigées par des auteurs illustres comme Posé, Domergue, Condillac, dont nous donnons deux éditions. Diapositive suivante, si vous voulez bien. Concernant les remarques et traités sur la langue, là, c'est un texte qui a été préparé par Madame Bennett. Donc, le genre évolue, le genre des observations et réflexions sur la langue apparu au milieu du XVIIe siècle, en gros avec Vaugelas, évolue, et connaît une influence durable. Ce texte de Vaugelas connaît une influence durable, puisqu'on va avoir une nouvelle édition en 1738 avec les notes de Thomas Corneille et d'Olivier Patrou, ainsi que les nouvelles remarques de Vaugelas qui ont été identifiées à juste titre comme, je cite, le rebut de ses premières remarques. On observe un goût pour les commentaires sur l'usage des auteurs classiques, avec les remarques sur la langue française de l'abbé d'Olivier, qui réunit 3 opuscules, des remarques sur Racine, une prosodie et des essais de grammaire. Mais l'influence du genre ne se limite pas à la France. Tout en modernisant la méthode des remarqueurs, Prémonval perpétue la forme des observations pour essayer d'échapper à la contagion des mauvais usages courants à Berlin. Mais je pense que Madame Bennett vous en dira un peu plus à ce sujet. Nous allons passer à la diapositive suivante. Vous avez ici sous les yeux l'équipe éditoriale. Au départ, j'avais donné les noms des membres de la nouvelle équipe, celle qui travaillait sur le XVIIIe siècle, mais comme me l'a fait remarquer Wendy Ayres Bennett, il vaut mieux marquer l'origine des préparateurs. Et c'est ce que montre cette liste qui a été établie par Madame Barocco, que je remercie pour cela, puisque vous voyez d'un côté, nous avons les préparateurs français et les préparateurs internationaux. Alors, il y a une coïncidence qui est assez intéressante, c'est qu'en gros, les grammairiens, ils sont plutôt du côté français et les remarqueurs sont plutôt du côté international. Alors, on peut donner sans doute plusieurs explications qui ne sont pas exclusives les unes des autres à ce sujet. D'abord, l'équipe des remarqueurs a été dirigée par Madame Bennett, qui est très connue pour ses travaux sur Vaugelas. Ça peut être une raison, mais je pense qu'il peut y avoir une raison un peu plus profonde, c'est que en dehors de la France, on a des passionnés de la langue française. Madame Bennett en est une, mais elle n'est pas la seule. Et assez souvent, ces étrangers qui ont un goût pour la langue française sont appelés à travailler sur des textes qui traduisent des remarques de style, ce genre de choses, une appréciation de la langue, alors que les grammairiens, ils seraient peut-être, surtout dans notre équipe, seraient peut-être plutôt placés dans l'optique d'une histoire générale de la grammaire. Enfin, ça, c'est une hypothèse
qui m'est venu en préparant le PowerPoint que je vous soumets. Passons peut-être à la diapositive suivante. Vous avez ici les données statistiques plus en détail, avec dans le premier tableau en haut la base de 2011 et dans le deuxième tableau la base de 2022. Alors on voit un certain nombre de choses que j'ai surlignées en jaune pour essayer de les faire apparaître plus nettement. Le nombre de mots double pratiquement, on est à 3,3 millions dans la première base, 7,5 millions dans la deuxième base, c'est plus qu'un doublement. On va avoir des choses intéressantes aussi. Dans la première base, on avait 15 000 pages, parle peut-être plus que le nombre de signes. Dans la deuxième, nous en avons 37 000. Mais en gros, on voit ce que j'avais dit au début, que en gros, la base a doublé de volume. Si vous voulez bien, on continue. Alors, il peut être intéressant de faire quelques comparaisons spécifiques. Et vous voyez, ici, vous avez encore des comparaisons, mais j'ai mis des flèches devant certains chiffres qui me semblent importants. Par exemple, les auteurs sources d'exemples, de citations et d'opinions, vous voyez, on passe de 640 à 1407. Alors, ça, c'est tous les auteurs pratiquement, sources d'exemples, de citations ou d'opinions. Ça veut dire que c'est des auteurs qui ont donné des exemples, mais qui ont donné des citations. Alors, le terme citation est extrêmement important de le comprendre dans son bon sens. Citation, ça ne veut pas dire citation littéraire, mais ça veut dire citation d'une autorité grammaticale. Et ça peut être aussi une opinion, parce que parfois l'opinion n'est pas formulée littéralement, ce n'est pas une vraie citation, mais c'est une opinion rapportée, et il nous semblait important de le noter. De même, on va avoir des auteurs sans exemple, là aussi le chiffre a doublé. Des autorités sur la langue sans citation, c'est-à-dire quand un grammairien ou un remarqueur est cité, mais sans donner explicitement son avis, eh bien, il est repéré aussi. De même que les personnages historiques ou mythologiques, j'y reviendrai un petit peu dans les diapositives suivantes. Là aussi, vous voyez que ça a plus que doublé. De même que les titres d'ouvrages sources d'exemples, de citations ou d'opinions, là aussi, ça a plus que doublé. De même que les ouvrages sans matériel textuel cités, les ouvrages cités. Évidemment, on comprend bien qu'avec les articles de l'encyclopédie de Diderot, on se met à citer énormément d'ouvrages sans forcément les exploiter tous. On peut passer à la diapositive suivante. Pour les exemples, alors, les exemples viennent essentiellement du français, on s'y attendrait pour une telle base. Vous voyez que leur nombre a considérablement augmenté. Les mots des exemples n'ont pas augmenté beaucoup, mais ça se comprend très bien. Les mots des exemples, la langue française n'est pas extensible. Et ces mots, évidemment, peuvent se reprendre d'un exemple à l'autre. Mais les exemples français, vous voyez, apparaissent très importants, puisqu'on a une augmentation de plus 10 000. Ce qu'on a appelé exemple de phonétique, c'est quelque chose d'un peu particulier. Il n'y a pas de phonétique à proprement parler dans ces textes, mais très souvent, les auteurs prennent le soin de réécrire un mot avec l'orthographe qu'il devrait avoir s'il était prononcé conformément à la prononciation qu'on en attend. Alors, on a des choses assez intéressantes et je vous invite à aller consulter les exemples de phonétique, parce que quand on consulte la liste, on voit des choses vraiment très curieuses. Et ça traduit en fait un effort des auteurs, à essayer de coller le plus possible à la prononciation. Et là, vous voyez que l'augmentation aussi est sensible. Dernier point aussi à propos de ces exemples, si vous regardez à la fin, vous avez par exemple des exemples lapons et péruviens dans la deuxième version que vous n'avez pas dans la première version. Alors, ça peut paraître étrange, mais il ne faut pas oublier que nous avons inclus dans cette base des ouvrages de grammaire générale et c'est dans la grammaire générale de Gauzet qu'on les trouve. Donc, ça traduit aussi une chose, c'est qu'il est difficile de faire un partage entre une grammaire générale et une grammaire française.
au XVIIIe siècle. Les deux ouvrages se superposent. Et ça serait la même chose aussi pour les grammaires latines. Les articles de Dumarsais contiennent sans doute l'une des plus belles grammaires latines rédigées au XVIIIe siècle, puisqu'il est latiniste de formation, qu'il a enseigné le latin dans les petites écoles. Et ça se traduit dans son œuvre et il est bien difficile de faire le partage. Je passe à la diapositive suivante, les citations. Alors, là aussi, les citations augmentent beaucoup, elles font plus que doubler. Je rappelle ce que c'est qu'une citation, c'est une autorité grammaticale dont l'opinion est exprimée ou dont il y a une citation. Alors là aussi, les citations pour le français augmentent beaucoup, puisqu'on en a 2440 de plus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au XVIIIe siècle, on va avoir aussi une autre augmentation importante, c'est celle des citations latines. Et ça, c'est important. Au XVIIIe siècle, une grammaire générale, c'est encore une grammaire latine, et autant qu'une grammaire française, ou presque autant qu'une grammaire française, et même si le souci de généralité est la préoccupation des auteurs. Maintenant, je vais vous faire entrer un petit peu dans l'atelier du corpus de façon très rapide. Il ne s'agit pas de faire un memento de la préparation du corpus, mais vous avez sous les yeux, je ne sais pas si ça apparaît très clairement, mais une page de l'encyclopédie de Dumarsais, toute colorée, et qui montre comment le travail a été fait. En fait, on a préparé les textes sur le papier, non pas par informatique. À l'époque, ça se faisait comme ça, et pour la deuxième base, ça s'est fait comme ça aussi. Il y a eu des hésitations, mais ça a été la solution qui a été choisie. Et vous voyez que les couleurs correspondent en fait à un balisage qui correspond au titre, c'est l'orange, aux exemples, c'est le jaune, les citations, donc avec la même restriction dont j'ai parlé tout à l'heure, donc c'est pour le rose, c'est le rose. Le vert, les noms propres, auteur cité, autorité grammaticale, personnage. Alors là, vous voyez, pour le vert, on a un seul code couleur, mais autant ces personnages peuvent être représentatifs de 5 catégories en fait. Donc en face de chaque chiffre vert, normalement, vous ne pouvez pas le voir, vous avez un numéro qui va de 1 à 5 et qui montre à quelle catégorie le personnage appartient. Ça montre aussi le travail que cela a demandé et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à tous nos préparateurs de bonne volonté qui s'y sont prêtés assez facilement. Et enfin, en bleu, vous avez les titres d'ouvrage. Nous reviendrons, si vous voulez, sur ces diapositives. Je passe à la suivante. Donc, création, atelier du corpus, la création des thésaurus. Là, ici, je vous ai donné l'exemple d'un remarqueur, André Renaud, pour lequel j'ai été amené à établir les thésaurus d'auteur. Et si vous voyez en face de la flèche, le problème qui se pose, c'est que nous, Gué de Balzac, Jean-Louis Gué de Balzac, on a retenu la forme Balzac, Jean-Louis, Gué, Seigneur II, mais cet auteur va être cité de plusieurs façons différentes dans les textes. Et évidemment, le thésaurus d'auteur va consister à rassembler toutes les données du texte sous un même chapeau, sous un même titre. Là, vous voyez, il y a quelques variantes, mais pour d'autres textes, les variantes, je pense en particulier à la grammaire du XVIe siècle de Palsgrave, là, on a des variantes encore plus grandes que l'exemple que vous avez sous les yeux. Je passe à la diapositive suivante. Ici, donc, c'est la compilation et la correction des thésaurus d'auteur. Eh bien, là, vous avez beaucoup de couleurs. Là aussi, ça correspond à ce qu'il a fallu faire quand on a compilé les différentes bases. Donc, on leur a donné un code couleur. Et par ce code couleur, on a pu les identifier. Et il s'agissait évidemment de donner toujours le même nom d'auteur à
tous les auteurs dans toutes les bases. Donc là aussi, on a été amené, si vous voulez, à faire des corrections. Je ne sais pas si vous le voyez très nettement, mais si vous voyez à la fin de la deuxième liste, hein, la page de droite, donc, vous voyez qu'on a rayé des noms pour pouvoir choisir un seul nom, le nom que nous avons choisi le plus correct possible. On m'a demandé parfois si on avait parfois été dans l'incapacité d'identifier un auteur. Je ne sais pas ce qu'en pense Wendy, elle vous le dira, mais il me semble que dans l'ensemble, disons, nous avons une identification qui correspond à peu près à 99% des cas. Et ça, c'est permis en particulier par l'essor du web. Parce que dans la première version de 2011, nous n'étions pas en mesure de faire les recherches que nous pouvons faire aujourd'hui. Donc, dans ce cas, merci Google. Vous voulez bien passer à la... Voilà, encore peut-être plus compliqué que la compilation des thésaurus d'auteurs, les thésaurus de titres. Parce que vous savez qu'un titre peut varier beaucoup selon la citation qu'on en donne. Et il a été assez difficile de trouver un mode opératoire. Notre référence était en principe le petit Robert des noms propres, quand nous devions établir la forme définitive. C'était aussi la base de données de la BNF, hein, le catalogue de la BNF. Alors là aussi, vous voyez qu'il y a pas mal, il y a encore plus d'hésitations possibles dans les citations, et il a fallu aussi trouver un titre commun. Si vous voulez bien passer. Alors là, je vais peut-être aborder avec cette diapo 17, c'est la plus importante sans doute, c'est comment cherche-t-on dans le corpus. Eh bien, nous échangeons, puisque notre groupe de travail continue, même si le corpus est terminé, il continue pour la préparation des grammaires françaises. Et il y a certaines astuces pratiques qui permettent de chercher mieux. D'abord, une pratique assidue est recommandée. Si on n'utilise pas la base très souvent, et ce n'est pas possible pour beaucoup d'entre nous, bien évidemment, qui ont plein d'autres occupations, eh bien, on perd vite. Hein, et dans ce cas, il faut avoir quelques astuces. Et cette diapositive vise à vous en donner quelques-unes. Donc, pensez à l'option graphie ancienne, graphie moderne qu'on trouve dans les textes. Hein, et en particulier quand on récupère le texte, parce que ces textes nous sont fournis ensuite pour établir les grammaires françaises sous la version papier. Et dans ce cas, il y a un certain nombre de choses à rétablir, par exemple les apostrophes typographiques, les espaces insécables devant les ponctuations doubles, etc. Mais ça, ce conseil s'adresse plutôt à celui qui veut récupérer le texte, soit pour en faire une édition, soit pour l'exploiter dans le cadre d'un article ou d'un ouvrage, par exemple. De même, on a intérêt, pour une recherche en plein texte dans un texte donné, à ne pas se fier à l'idée qu'on a du mot qu'on cherche. Alors, j'ai essayé de trouver un exemple. Je pense que le mot élément que vous avez sous les yeux est assez intéressant. Parce qu'élément est très souvent écrit à cette époque, soit avec un et accent grave, soit sans et accent grave, et les deux choses peuvent se reproduire. Donc, on peut avoir un accent grave sur le premier et pas sur le deuxième. Et vous voyez, si vous tapez élément sans accent, vous avez 15 résultats. Alors, la recherche sans accent permet déjà de lever cette difficulté. Avec la mention sans accent, élément génère 50 résultats, dont des résultats avec des accents. Mais pensez aussi au joker. Hein. Alors, le point d'interrogation très utile qui permet de remplacer un élément qui peut poser des difficultés. Et de même l'astérisque, qui est la troncation avant la fin d'un mot. Alors ça, c'est intéressant. Mais j'ai pris comme exemple cette séquence, donc point d'interrogation L, point d'interrogation MEN, astérisque. On va avoir 700 résultats. Ça va nous rapporter Clément, Clémence, Blâme, etc. Donc, nous n'avons pas
fait la recherche, bien évidemment, mais ça va nous rapporter aussi éléments avec un S et sans le T. Alors que si j'avais coupé à éléments avec le T, après le T, j'aurais raté pas mal d'éléments, puisque le TS au XVIIIe siècle, vous le savez, est très souvent écrit sans ce T, précisément. Alors, il faut jouer avec ça. Vous voyez, par exemple, la même séquence, mais avec le T, rapporte 546 résultats, mais ce n'est pas très intéressant parce qu'on va rater les éléments avec le S. Et donc, il faut jouer d'astuces pour cela. Une combinaison très simple, mais très efficace, qui nous a été suggérée par notre collaboratrice Sandrine Pagani-Daudet, consiste à associer la recherche en texte intégral et un auteur dans l'index des auteurs des textes. C'est-à-dire qu'on va chercher verbe, par exemple, en texte intégral, et puis Bosé comme auteur, et on va obtenir 616 résultats. Si je mets verbe au pluriel, on en trouve moins. Mais verbe avec l'astérisque est intéressant parce que ça va me permettre d'avoir accès aux mots latins qui sont là, chez Bosé, qui s'intéresse beaucoup au latin, donc verbum, verba, verbi, verbis, mais aussi verbo, verbiage, verbeuse. Donc, encore une fois, on a intérêt à bien connaître ces outils. Alors, si vous voulez bien passer à la diapositive suivante. Alors, ici, vous avez une aide qui se trouve dans un bouton qui est à droite en haut de l'écran et qui permet une explicitation de tout cela. Mais l'expérience prouve que quand on utilise une base de données, les outils pour l'aide sont souvent assez peu utilisés, alors que les concepteurs des bases de données aimeraient évidemment qu'on les utilise plus parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à les préparer. Alors, dans les diapositives suivantes, on va pouvoir passer assez vite. C'est un exemple, en fait. C'est un de nos collègues me disait j'aimerais bien avoir les auteurs, les autorités citées dans la base du corpus XVIIe siècle. C'était pour le colloque mondial de linguistique française à Orléans, qu'il avait préparé ce travail. Et il me disait, c'est dommage parce qu'on ramasse tout, on ramasse les exemples, les citations, les opinions. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir vraiment les auteurs sources de citations, puisqu'il faisait un travail sur l'autorité grammaticale. Eh bien là, ce qui est important, si vous voulez, c'est de regarder ce qu'on coche en bas. Vous voyez dans la diapositive 19, on a coché auteurs et titres. Mais dans la diapositive 20, on a coché citation. Et le résultat va être tout à fait différent. Alors, dans les 3 diapositives suivantes, sur lesquelles on pourra passer assez vite, vous voyez, là, j'ai ramassé dans toute la base tous les auteurs. J'obtiens 1407 auteurs. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ici, source d'exemple ou adapté, on n'a plus que 1004 auteurs. Et je vous ai donné d'ailleurs par ordre de croissance, c'est assez intéressant si on se met à explorer ce genre de choses. On voit par exemple que pour les auteurs sources d'exemples explicites, c'est Malherbe qui vient en tête, avant Racine, avant Boileau, avant Cicéron, et Virgile. Cicéron et Virgile sont encore là, ce qui montre le côté latin de la base. Et diapositive suivante, si vous voulez bien. Voilà, ici, c'est les citations explicites auteurs, sources de citations explicites ou d'opinion, et on a 716 auteurs. Alors évidemment, ça ne sert à rien de faire ce genre de tableau pour toute la base. Enfin, on fait parfois des recherches dans toute la base, mais il faut imaginer que si j'associe ce type de recherche à un auteur donné, je vais obtenir des résultats similaires. Ensuite, je vois que le temps passe. On a eu quelques problèmes techniques, donc j'ai été peut-être un peu plus long que prévu. Dans la diapositive suivante, je pense que Madame Bennett en reparlera plus, c'est quel intérêt du corpus pour les études littéraires, historiques ou culturelles. Et là, j'ai fait 3 listes. Si vous voulez, une liste des auteurs sources d'exemples,
une liste des autorités sur la langue source de citation explicite ou d'opinion, et une liste de personnages historiques ou mythologiques. Alors, les résultats en soi méritent des commentaires. Hein. Malherbe, qui devient le premier auteur source d'exemple, mais qui est suivi par Racine, Boileau, Cicéron, Virgile, encore une fois. Hein. Dans la deuxième liste, Vaugelas, l'autorité la plus citée, hein, ce qui montre d'emblée l'intérêt du travail de Madame Bennett hein, sur cet auteur, c'est vraiment lui qui est le plus cité. Mais Ménage vient ensuite, avant Bougour et l'Académie française. Quant aux personnages historiques ou mythologiques, vous voyez que la première place est détenue par Alexandre le Grand, mais suivi par Jules César. Alors, pas le César source d'exemple, mais le César personnage historique, évidemment. Jésus-Christ, ensuite, Louis XIV et Auguste. Alors, là aussi, ça permet de voir un certain nombre de choses, et évidemment, il faudrait affiner la recherche. J'ai presque terminé, si vous voulez bien. Donc, la continuité du grand corpus, c'est la collection description et théorie de la langue française, donc qui est issue du grand corpus, qui ne vise aucunement à remplacer le grand corpus, et qui s'appuie sur les textes du grand corpus, puisque c'est ces textes préparés qui ont fait l'objet d'une édition. Alors, c'est assez long, hein, ce travail d'édition aussi. Le premier volume paru est la grammaire de Mauger, édité par Valérie Raby en 2014. En 2018, ça a été cité dans la présentation de Madame Barocco, on a eu à la fois le Vaugelas et la liberté de la langue française dans sa pureté de duplex. En 2021, nous avons eu Maupas et Chifflet. En 2022, cette année, vous pouvez passer à la diapositive suivante, nous avons donc en 2 volumes l'édition des observations sur la langue française de Ménage par Marc Bonhomme. Et d'autres ouvrages, évidemment, suivront, mais le travail d'édition est un travail qui est à peu près aussi long d'édition papier, qui est à peu près aussi long que le travail d'édition d'un corpus numérique. Quelques problèmes techniques que nous avons. Hein. Donc, ici, sur cette diapositive, vous pouvez voir le principe d'affichage de la base. Vous avez en bas le texte qui est le texte qui a été saisi très fidèlement par l'équipe technique de Classique Garnier, et en haut, le facsimilé du texte. D'ordinaire, nous travaillons uniquement avec la partie basse, mais nous avons très souvent besoin d'aller voir le facsimilé, et donc le partage d'écran est utile. Nous pouvons évidemment aussi voir uniquement le facsimilé si c'est nécessaire. Alors, dans la diapositive suivante, c'est-à-dire la numéro 6, si vous voulez bien, voilà. En fait, c'est Madame Barocco qui a pris le relais parce que l'affichage faisait mal sur mon propre ordinateur. Donc, vous voyez ici que vous avez 32 unités textuelles rédigées par 21 auteurs. Vous avez, donc c'est les grammaires du XVIIIe siècle. Il y a eu une grosse discussion dont Jean-Marie Fournier se souviendra sans doute, et puis d'autres participants, pour savoir quel texte il fallait garder pour le XVIIIe siècle. Parce que, en fait, le XVIIIe siècle, on peut s'arrêter avant la fin du siècle, mais on ne peut pas s'arrêter au siècle lui-même, parce qu'après, on tombe sur les idéologues et des mouvements de linguistique extrêmement intéressants. Et donc, nous avons décidé à ce moment-là de terminer plutôt un peu avant. Et donc, ce n'est pas un XVIIIe siècle tout à fait complet. Qu'est-ce que nous avons dans ces grammaires? Nous avons des ouvrages vraiment très divers, ne serait-ce que par leur taille ou leur support. Par exemple, nous avons un fragment de manuscrit de la grammaire générale de Madame du Châtelet, qui est minuscule. À côté de ça, nous avons la totalité des articles que Dumercé a rédigés pour l'encyclopédie. Et donc, du point de vue de la taille, on a des éléments très, très variables. Du point de vue du contenu aussi, on a des éléments variables, puisqu'on a parfois des ouvrages purement didactiques, mais parfois originaux,
rédigés par des pédagogues souvent méconnus. Parfois, on n'arrive même pas à savoir leur prénom, hein, ou on a l'initiale du prénom, comme V. Malherbe, à ne pas confondre évidemment avec le grand Malherbe. Mais ces ouvrages nous ont paru intéressants parce qu'ils permettent d'accéder à la densité de l'enseignement grammatical dans les écoles. À côté de ça, nous avons des ouvrages reconnus pour leur position institutionnelle, par la position institutionnelle de leurs auteurs, comme Régnier Desmarais, l'abbé Girard, en lien évidemment avec l'Académie française. Et puis nous avons aussi quelques grandes grammaires générales rédigées par des auteurs illustres comme Posé, Domergue, Condillac, dont nous donnons deux éditions. Diapositive suivante, si vous voulez bien. Concernant les remarques et traités sur la langue, là, c'est un texte qui a été préparé par Madame Bennett. Donc, le genre évolue, le genre des observations et réflexions sur la langue apparu au milieu du XVIIe siècle, en gros avec Vaugelas, évolue, et connaît une influence durable. Ce texte de Vaugelas connaît une influence durable, puisqu'on va avoir une nouvelle édition en 1738, avec les notes de Thomas Corneille et d'Olivier Patrou, hein, ainsi que les nouvelles remarques de Vaugelas qui ont été identifiées à juste titre comme, je cite, le rebut de ses premières remarques. On observe un goût pour les commentaires sur l'usage des auteurs classiques, avec les remarques sur la langue française de l'abbé d'Olivier, qui réunit 3 opuscules, des remarques sur Racine, une prosodie et des essais de grammaire. Mais l'influence du genre ne se limite pas à la France. Tout en modernisant la méthode des remarqueurs, Prémonval perpétue la forme des observations pour essayer d'échapper à la contagion des mauvais usages courants à Berlin. Mais je pense que Madame Bennett vous en dira un peu plus à ce sujet. Nous allons passer à la diapositive suivante. Vous avez ici sous les yeux l'équipe éditoriale. Au départ, j'avais donné les noms des membres de la nouvelle équipe, celle qui travaillait sur le XVIIIe siècle, mais comme me l'a fait remarquer Wendy Ayres Bennett, il vaut mieux marquer l'origine des préparateurs. Et c'est ce que montre cette liste qui a été établie par Madame Barocco, que je remercie pour cela, puisque vous voyez d'un côté, nous avons les préparateurs français et les préparateurs internationaux. Alors, il y a une coïncidence qui est assez intéressante, c'est qu'en gros, les grammairiens, ils sont plutôt du côté français et les remarqueurs sont plutôt du côté international. Alors, on peut donner sans doute plusieurs explications hein, qui ne sont pas exclusives les unes des autres à ce sujet. D'abord, l'équipe des remarqueurs a été dirigée par Madame Bennett, qui est très connue pour ses travaux sur Vaugelas. Ça peut être une raison, mais je pense qu'il peut y avoir une raison un peu plus profonde, c'est que en dehors de la France, on a des passionnés de la langue française. Hein. Madame Bennett en est une, mais elle n'est pas la seule. Et assez souvent, ces étrangers hein, qui ont un goût pour la langue française sont appelés à travailler sur des textes qui traduisent des remarques de style, ce genre de choses, une appréciation de la langue, alors que les grammairiens, ils seraient peut-être, surtout dans notre équipe, seraient peut-être plutôt placés dans l'optique d'une histoire générale de la grammaire. Enfin, ça, c'est une hypothèse qui m'est venue en préparant le PowerPoint que je vous soumets. Passons peut-être à la diapositive suivante. Vous avez ici les données statistiques plus en détail, avec dans le premier tableau en haut la base de 2011 et dans le deuxième tableau la base de 2022. Alors on voit un certain nombre de choses que j'ai surlignées en jaune pour essayer de les faire apparaître plus nettement. Le nombre de mots double pratiquement, on est à 3,3 millions dans la première base, 7,5 millions dans la deuxième base, c'est plus qu'un doublement. On va avoir des choses intéressantes aussi. Dans la première base, on avait 15 000 pages, je parle peut-être plus que le nombre de signes.
Dans la deuxième, nous en avons 37 000. Mais en gros, on voit, ce que j'avais dit au début, que en gros, la base a doublé de volume. Si vous voulez bien, on continue. Alors, il peut être intéressant de faire quelques comparaisons spécifiques. Hein. Et vous voyez, ici, vous avez encore des comparaisons, mais j'ai mis des flèches devant certains chiffres qui me semblent importants. Par exemple, les auteurs sources d'exemples, de citations et d'opinions, vous voyez, on passe de 640 à 1407. Hein. Alors, ça, c'est tous les auteurs pratiquement, sources d'exemples, de citations ou d'opinions. Ça veut dire que c'est des auteurs qui ont donné des exemples, mais qui ont donné des citations. Alors, le terme citation est extrêmement important de le comprendre dans son bon sens. Citation, ça ne veut pas dire citation littéraire, mais ça veut dire citation d'une autorité grammaticale. Et ça peut être aussi une opinion, parce que parfois l'opinion n'est pas formulée littéralement, ce n'est pas une vraie citation, mais c'est une opinion rapportée, et il nous semblait important de le noter. De même, on va avoir des auteurs sans exemple, là aussi le chiffre a doublé. Hein. Des autorités sur la langue sans citation, hein, c'est-à-dire quand un grammairien ou un remarqueur est cité, mais sans donner explicitement son avis, eh bien, il est repéré aussi. Hein. De même que les personnages historiques ou mythologiques, j'y reviendrai un petit peu dans les diapositives suivantes. Là aussi, vous voyez que ça a plus que doublé. Hein. De même que les titres d'ouvrages sources d'exemples, de citations ou d'opinions, là aussi, ça a plus que doublé. Hein. De même que les ouvrages sans matériel textuel cités, les ouvrages cités. Évidemment, on comprend bien qu'avec les articles de l'encyclopédie de Diderot, on se met à citer énormément d'ouvrages sans forcément les exploiter tous. On peut passer à la diapositive suivante. Pour les exemples, alors, les exemples viennent essentiellement du français, on s'y attendrait pour une telle base. Vous voyez que leur nombre a considérablement augmenté. Les mots des exemples n'ont pas augmenté beaucoup, mais ça se comprend très bien. Hein. Les mots des exemples, la langue française n'est pas extensible. Et ces mots, évidemment, peuvent se reprendre d'un exemple à l'autre. Mais les exemples français, vous voyez, apparaissent très importants, puisqu'on a une augmentation de plus 10 000. Ce qu'on a appelé exemple de phonétique, c'est quelque chose d'un peu particulier. Il n'y a pas de phonétique à proprement parler dans ces textes, mais très souvent, les auteurs prennent le soin de réécrire un mot avec l'orthographe qu'il devrait avoir s'il était prononcé conformément à la prononciation qu'on en attend. Alors, on a des choses assez intéressantes et je vous invite à aller consulter les exemples de phonétique, parce que quand on consulte la liste, on voit des choses vraiment très curieuses. Et ça traduit en fait un effort des auteurs, à essayer de coller le plus possible à la prononciation. Et là, vous voyez que l'augmentation aussi est sensible. Dernier point aussi à propos de ces exemples, si vous regardez à la fin, vous avez par exemple des exemples lapons et péruviens dans la deuxième version que vous n'avez pas dans la première version. Alors, ça peut paraître étrange, mais il ne faut pas oublier que nous avons inclus dans cette base des ouvrages de grammaire générale et c'est dans la grammaire générale de Gauzet qu'on les trouve. Donc, ça traduit aussi une chose, c'est qu'il est difficile de faire un partage entre une grammaire générale et une grammaire française au XVIIIe siècle. Les deux ouvrages se superposent et ça serait la même chose aussi pour les grammaires latines. Les articles de Dumarsais contiennent sans doute l'une des plus belles grammaires latines rédigées au XVIIIe siècle, puisqu'il est latiniste de formation, qu'il a enseigné le latin dans les petites écoles. Et ça se traduit dans son œuvre et il est bien difficile de faire le partage. Je passe à la diapositive suivante, les citations. Alors, là aussi, les citations augmentent beaucoup, hein, elles font plus que doubler. Je rappelle ce que c'est qu'une citation, hein, c'est une autorité grammaticale dont l'opinion est exprimée ou dont il y a une citation. Alors là aussi, les citations
pour le français augmente beaucoup, hein, puisque on en a 2440 de plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que au XVIIIe siècle, on va avoir aussi une autre augmentation importante, c'est celle des citations latines. Et ça, c'est important. Au XVIIIe siècle, une grammaire générale, c'est encore une grammaire latine, et autant qu'une grammaire française, ou presque autant qu'une grammaire française, et même si le souci de généralité est la préoccupation des auteurs. Maintenant, je vais vous faire entrer un petit peu dans l'atelier du corpus de façon très rapide. Il ne s'agit pas de faire un memento de la préparation du corpus, mais vous avez sous les yeux, je ne sais pas si ça apparaît très clairement, mais une page de l'encyclopédie du Marsay, toute colorée, et qui montre comment le travail a été fait. En fait, on a préparé les textes sur le papier, non pas par informatique. À l'époque, ça se faisait comme ça, et pour la deuxième base, ça s'est fait comme ça aussi. Il y a eu des hésitations, mais ça a été la solution qui a été choisie. Et vous voyez que les couleurs correspondent en fait à un balisage qui correspond au titre, c'est l'orange, aux exemples, c'est le jaune, les citations, donc avec la même restriction dont j'ai parlé tout à l'heure, donc c'est pour le rose, c'est le rose. Le vert, les noms propres, auteur cité, autorité grammaticale, personnage. Alors là, vous voyez, pour le vert, on a un seul code couleur, mais autant ces personnages peuvent être représentatifs de 5 catégories en fait. Donc en face de chaque chiffre vert, normalement, vous ne pouvez pas le voir, vous avez un numéro qui va de 1 à 5 et qui montre à quelle catégorie le personnage appartient. Ça montre aussi le travail que cela a demandé, et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à tous nos préparateurs de bonne volonté qui s'y sont prêtés assez facilement. Et enfin, en bleu, vous avez les titres d'ouvrage. Nous reviendrons, hein, si vous voulez, sur ces diapositives. Je passe à la suivante. Donc, création, atelier du corpus, la création des thésaurus. Là, ici, je vous ai donné l'exemple d'un remarqueur, André Renaud, pour lequel j'ai été amené à établir les thésaurus d'auteur. Et si vous voyez en face de la flèche, le problème qui se pose, c'est que nous, Gué de Balzac, Jean-Louis Gué de Balzac, on a retenu la forme Balzac Jean-Louis Gué Seigneur II, mais cet auteur va être cité de plusieurs façons différentes dans les textes. Et évidemment, le thésaurus d'auteur va consister à rassembler toutes les données du texte sous un même chapeau, sous un même titre. Là, vous voyez, il y a quelques variantes, mais pour d'autres textes, les variantes, je pense en particulier à la grammaire du XVIe siècle de Palsgrave, là, on a des variantes encore plus grandes que l'exemple que vous avez sous les yeux. Je passe à la diapositive suivante. Ici, donc, c'est la compilation et la correction des thésaurus d'auteur. Eh bien, là, vous avez beaucoup de couleurs. Là aussi, ça correspond à ce qu'il a fallu faire quand on a compilé les différentes bases. Donc, on leur a donné un code couleur, et par ce code couleur, on a pu les identifier. Et il s'agissait évidemment de donner toujours le même nom d'auteur à tous les auteurs dans toutes les bases. Donc là aussi, on a été amené, si vous voulez, à faire des corrections. Je ne sais pas si vous le voyez très nettement, mais si vous voyez à la fin de la deuxième liste, la page de droite, donc, vous voyez qu'on a rayé des noms pour pouvoir choisir un seul nom, le nom que nous avons choisi le plus correct possible. On m'a demandé parfois si on avait parfois été dans l'incapacité d'identifier un auteur. Je ne sais pas ce qu'en pense Wendy, elle vous le dira, mais il me semble que dans l'ensemble, disons, nous avons une identification qui correspond à peu près à 99% des cas. Et ça, c'est permis en particulier par l'essor du web, parce que dans la première version de 2011, nous n'étions pas en mesure de faire les recherches
que nous pouvons faire aujourd'hui. Donc, dans ce cas, merci Google. Vous voulez bien passer à la... Voilà, encore peut-être plus compliqué que la compilation des thésaurus d'auteur, les thésaurus de titre. Parce que vous savez qu'un titre peut varier beaucoup selon la citation qu'on en donne. Et il a été assez difficile de trouver un mode opératoire. Notre référence était en principe le petit Robert des noms propres, quand nous devions établir la forme définitive. C'était aussi la base de données de la BNF, hein, le catalogue de la BNF. Alors là aussi, vous voyez qu'il y a pas mal, il y a encore plus d'hésitations possibles dans les citations, et il a fallu aussi trouver un titre commun. Si vous voulez bien passer. Alors là, je vais peut-être aborder avec cette diapo 17, c'est la plus importante sans doute, c'est comment cherche-t-on dans le corpus. Bien, nous échangeons, puisque notre groupe de travail continue, même si le corpus est terminé, il continue pour la préparation des grammaires françaises. Et il y a certaines astuces pratiques qui permettent de chercher mieux. D'abord, une pratique assidue est recommandée. Si on n'utilise pas la base très souvent, et ce n'est pas possible pour beaucoup d'entre nous, bien évidemment, qui ont plein d'autres occupations, eh bien, on perd vite. Hein, et dans ce cas, il faut avoir quelques astuces. Et cette diapositive vise à vous en donner quelques-unes. Donc, pensez à l'option graphie ancienne, graphie moderne qu'on trouve dans les textes. Hein, et en particulier quand on récupère le texte, parce que ces textes nous sont fournis ensuite pour établir les grammaires françaises sous la version papier. Et dans ce cas, il y a un certain nombre de choses à rétablir, par exemple les apostrophes typographiques, les espaces insécables devant les ponctuations doubles, etc. Et ça, ce conseil s'adresse plutôt à celui qui veut récupérer le texte, soit pour en faire une édition, soit pour l'exploiter dans le cadre d'un article ou d'un ouvrage, par exemple. De même, on a intérêt, pour une recherche en plein texte dans un texte donné, à ne pas se fier à l'idée qu'on a du mot qu'on cherche. Alors, j'ai essayé de trouver un exemple. Je pense que le mot élément que vous avez sous les yeux est assez intéressant. Parce qu'élément est très souvent écrit à cette époque, soit avec un et accent grave, soit sans et accent grave, et les deux choses peuvent se reproduire. Donc on peut avoir un accent grave sur le premier et pas sur le deuxième. Et vous voyez, si vous tapez élément sans accent, vous avez 15 résultats. Alors, la recherche sans accent permet déjà de lever cette difficulté. Avec la mention sans accent, élément génère 50 résultats, dont des résultats avec des accents. Mais pensez aussi au joker. Hein. Alors, le point d'interrogation très utile qui permet de remplacer un élément qui peut poser des difficultés. Et de même l'astérisque, qui est la troncation avant la fin d'un mot. Alors ça, c'est intéressant. Mais j'ai pris comme exemple cette séquence, donc point d'interrogation L, point d'interrogation MEN, astérisque. On va avoir 700 résultats. Ça va nous rapporter Clément, Clémence, Blâme, etc., dont nous n'avons pas fait la recherche, bien évidemment, mais ça va nous rapporter aussi éléments avec un S et sans le T. Alors que si j'avais coupé à élément avec le T, après le T, j'aurais raté pas mal d'éléments, puisque le TS au XVIIIe siècle, vous le savez, est très souvent écrit sans ce T, précisément. Alors, il faut jouer avec ça. Vous voyez, par exemple, la même séquence, mais avec le T, rapporte 546 résultats, mais ce n'est pas très intéressant parce qu'on va rater les éléments avec le S. Et donc, il faut jouer d'astuces pour cela. Une combinaison très simple, mais très efficace, qui nous a été suggérée par notre collaboratrice Sandrine Paganinodet,
consiste à associer la recherche en texte intégral et un auteur dans l'index des auteurs des textes. C'est-à-dire qu'on va chercher verbe, par exemple, en texte intégral, et puis Bosé comme auteur, et on va obtenir 616 résultats. Si je mets verbe au pluriel, on en trouve moins. Mais verbe avec l'astérisque est intéressant parce que ça va me permettre d'avoir accès aux mots latins qui sont là, chez Bosé, qui s'intéresse beaucoup au latin. Donc, verbum, verba, verbi, verbis, mais aussi verbo, verbiage, verbeuse. Donc, encore une fois, on a intérêt à bien connaître ces outils. Alors, si vous voulez bien passer à la diapositive suivante. Alors, ici, vous avez une aide qui se trouve dans un bouton qui est à droite en haut de l'écran et qui permet une explicitation de tout cela. Mais l'expérience prouve que quand on utilise une base de données, les outils pour l'aide sont souvent assez peu utilisés, alors que les concepteurs des bases de données aimeraient évidemment qu'on les utilise plus parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à les préparer. Alors, dans les diapositives suivantes, on va pouvoir passer assez vite. C'est un exemple, en fait. C'est un de nos collègues me disait j'aimerais bien avoir les auteurs, les autorités citées dans la base du corpus XVIIe siècle. C'était pour le colloque mondial de linguistique française à Orléans, qu'il avait préparé ce travail. Et il me disait, c'est dommage parce qu'on ramasse tout, on ramasse les exemples, les citations, les opinions. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir vraiment les auteurs sources de citations, puisqu'il faisait un travail sur l'autorité grammaticale. Eh bien là, ce qui est important, si vous voulez, c'est de regarder ce qu'on coche en bas. Vous voyez dans la diapositive 19, on a coché auteurs et titres. Mais dans la diapositive 20, on a coché citation. Et le résultat va être tout à fait différent. Alors, dans les 3 diapositives suivantes, sur lesquelles on pourra passer assez vite, vous voyez, là, j'ai ramassé dans toute la base tous les auteurs. J'obtiens 1407 auteurs. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ici, source d'exemple ou adapté, on n'a plus que 1004 auteurs. Et je vous ai donné d'ailleurs par ordre de croissance, c'est assez intéressant si on se met à explorer ce genre de choses. On voit par exemple que pour les auteurs sources d'exemples explicites, c'est Malherbe qui vient en tête, avant Racine, avant Boileau, avant Cicéron, et Virgile. Cicéron et Virgile sont encore là, ce qui montre le côté latin de la base. Et diapositive suivante, si vous voulez bien. Voilà, ici, c'est les citations explicites auteurs, sources de citations explicites ou d'opinion, et on a 716 auteurs. Alors évidemment, ça ne sert à rien de faire ce genre de tableau pour toute la base. Enfin, on fait parfois des recherches dans toute la base, mais il faut imaginer que si j'associe ce type de recherche à un auteur donné, je vais obtenir des résultats similaires. Ensuite, je vois que le temps passe. On a eu quelques problèmes techniques, donc j'ai été peut-être un peu plus long que prévu. Dans la diapositive suivante, je pense que Madame Bennett en reparlera plus, c'est quel intérêt du corpus pour les études littéraires, historiques ou culturelles. Et là, j'ai fait 3 listes. Si vous voulez, une liste des auteurs sources d'exemples, une liste des autorités sur la langue source de citation explicite ou d'opinion, et une liste de personnages historiques ou mythologiques. Alors, les résultats en soi méritent des commentaires. Malherbe, qui devient le premier auteur source d'exemple, mais qui est suivi par Racine, Boileau, Cicéron, Virgile, encore une fois. Dans la deuxième liste, Vaugelas, l'autorité la plus citée, ce qui montre d'emblée l'intérêt du travail de Madame Bennett sur cet auteur, c'est vraiment lui qui est le plus cité. Mais Ménage vient ensuite, avant Bougour et l'Académie française. Quant aux personnages historiques ou mythologiques, vous voyez que la première place est détenue par Alexandre le Grand, mais suivi par Jules César. Alors, pas le César source d'exemple,
mais le César, personnage historique, évidemment. Jésus-Christ, ensuite, Louis XIV et Auguste. Alors là aussi, ça permet de voir un certain nombre de choses, et évidemment, il faudrait affiner la recherche. J'ai presque terminé, si vous voulez bien. Donc, la continuité du grand corpus, c'est la collection Description et théorie de la langue française, donc qui est issue du grand corpus, qui ne vise aucunement à remplacer le grand corpus, et qui s'appuie sur les textes du grand corpus, puisque c'est ces textes préparés qui ont fait l'objet d'une édition. Alors, c'est assez long, hein, ce travail d'édition aussi. Le premier volume paru est la grammaire de Mauger, édité par Valérie Raby en 2014. En 2018, ça a été cité dans la présentation de Madame Barocco, on a eu à la fois le Vaugelas et la liberté de la langue française dans sa pureté de duplex. En 2021, nous avons eu Maupas et Chifflet. En 2022, cette année, vous pouvez passer à la diapositive suivante, nous avons donc en 2 volumes l'édition des observations sur la langue française de Ménage par Marc Bonhomme. Voilà. Et d'autres ouvrages, évidemment, suivront, mais le travail d'édition est un travail qui est à peu près aussi long d'édition papier, qui est à peu près aussi long que le travail d'édition d'un corpus numérique.